Merci en tout cas, d'être présent, ce midi avec nous. Donc on est là pour vous parler de l'ouvrage, paru aux éditions universitaires de Dijon qui s'appelle, «Qu'est-ce que l'on mange?» Les savoirs alimentaires à l'aune, des sciences de l'information et de la communication. Donc cet ouvrage il est sorti aux éditions universitaires de Dijon le 14 octobre dernier. Il a été porté par plusieurs collègues du CIMEOS. Donc, le CIMEOS, c'est le laboratoire des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Bourgogne. On est structuré en 3 axes thématiques. Le premier axe, c'est la santé. Le deuxième axe, c'est les territoires et la transition écologique. Et le dernier axe que je copilote avec Anne Parisot est l'axe alimentation et gastronomie. Et donc, dans cet axe, spécifiquement, on travaille tout ce qui est message autour de l'alimentation, enjeux sur les représentations et les pratiques. Et il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la circulation et la circularité des discours autour de l'alimentation. Donc, les différents acteurs qui les portent. Mais au-delà des différents acteurs qui les portent, c'est aussi la surface médiatique que ça occupe et la surface communicationnelle. Et en fait, au départ, si on reprend la genèse du projet de ce livre, ce n'était pas un livre. On était parti sur un congrès. On voulait faire un congrès sur les discours alimentaires. Et au départ, on était Anne, Nathalie, Estera. Et puis, il y avait également Paola, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à l'Université de Lille maintenant. Et on avait commencé à travailler sur ce projet. Puis la pandémie est arrivée. On s'est dit, bon, pas terrible, on va essayer de faire autre chose. Et finalement, on est parti sur l'idée de l'ouvrage et on a resserré un peu la thématique sur la dimension de savoir. Parce qu'en fait, au sein du laboratoire, on était plusieurs à être sur cette dimension de savoir, les savoirs expérientiels, les savoirs scientifiques, la médiation des savoirs aussi. Donc, on était plusieurs à tourner autour de ce sujet. Et quand on a commencé à travailler, on s'est dit, finalement, en sciences de l'information et de la communication, on travaille sur les savoirs, mais il n'existe pas grand-chose sur les savoirs alimentaires. Donc là est parti l'ouvrage et l'idée de l'ouvrage. On a intégré notre jeune collègue David Michon, donc qui est ATER dans le projet, puisque ça fait aussi partie de la logique des projets éditoriaux, c'est d'emmener avec nous des collègues qui ont moins l'habitude dans les logiques ensuite de publication et puis d'obtention de postes. Et on est parti donc sur cette idée de savoir alimentaire. Alors, pourquoi les savoirs? Parce que si on regarde aujourd'hui, dans notre société occidentale, on est passé depuis l'industrialisation à une société de la surabondance. Donc aujourd'hui, la question, c'est plus vraiment de savoir comment se nourrir, mais c'est plutôt comment bien manger, en tout cas pour une certaine frange de la population. Ce qui fait qu'on a un changement paradigmatique qui s'est opéré, nous faisant passer de la nutrition, des apports nutritionnels, à l'alimentation. Et l'alimentation et nos choix alimentaires sont aujourd'hui le fruit de différents déterminants biologiques, psychologiques, culturels, sociaux. Et si je reprends ces 2 derniers éléments, culturels et sociaux, ils sont déterminés par un ensemble de paramètres, comme par exemple le contexte médiatique auquel on est exposé, les traces mémorielles liées à l'enfance, l'éducation, ou bien encore toutes les expériences et souvenirs que l'on a autour de notre alimentation, puisque nous sommes tous pétris de souvenirs autour de nos pratiques alimentaires, et c'est ce qui en fait quelque chose que l'on partage, c'est un commun de l'alimentation. On partage tous des expériences alimentaires. Et donc, dans le livre, on a voulu interroger cette idée de constitution de savoir, des savoirs alimentaires, et on a traité ça au sein de 4 parties différentes. Donc, une première partie qui porte sur la patrimonialisation de notre alimentation, c'est un vrai enjeu. On sait que depuis 2010, notre repas est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, puis il y a les AOC, les AOP, les IGP, enfin tout un ensemble d'éléments. L'autre partie, c'est sur les enjeux de santé, en lien avec la constitution des savoirs, puisqu'on sait que les discours de santé publique, et notamment le Programme national nutrition santé depuis 2001, donc depuis 20 ans maintenant, diffusent dans la sphère publique et médiatique un ensemble de messages comme manger, bouger, manger 5 fruits et légumes et autres. Et ça, bien évidemment, ça a un impact sur notre représentation de l'alimentation. On parle même de nutritionnalisation de nos pratiques alimentaires suite à la mise en œuvre de ces différents programmes. Le troisième enjeu, c'est la question de l'éthique, de la transparence, de la confiance, mais aussi des enjeux écologiques. Céline Pasquale-Espuni a publié une thèse en 2007 montrant comment la notion de durabilité avait infusé dans les différents discours d'acteurs et elle a aussi infusé dans la sphère alimentaire cette expression de durabilité et d'éthique. Et enfin, dans une dernière partie, on va aborder les nouvelles formes de médiation et de médiatisation de notre alimentation,
avec notamment dans l'ouvrage, il y a deux parties, il y a 2 articles sur les podcasts, il y a un article sur Twitter aussi, et puis on écoutera François Laruvert qui nous parlera de l'association L214. Au-delà de cette thématisation en partie des enjeux de savoir, ce qu'on a voulu faire aussi dans l'ouvrage et qui est quelque chose qui est cher au laboratoire Siméos, c'est de mettre en écho des acteurs et des chercheurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Systématiquement, dans nos projets, on essaie d'avoir des acteurs et dans nos projets éditoriaux, ça nous semble aussi important. Donc, on a dans cet ouvrage des regards de scientifiques, des professionnels de l'agroalimentaire, de l'alimentation, de la gastronomie, des journalistes aussi, avec Émilie Lestari qui nous parle du podcast Bouffon. Donc, ça, c'est un peu la perspective globale. Alors maintenant, on va balayer justement ces 4 thématiques avec les 6 personnes qui me font le plaisir de m'accompagner aujourd'hui et que je remercie très chaleureusement de s'être rendues disponibles pour cette heure. Je vais les présenter au fur et à mesure que je les ferai intervenir pour que ce soit moins lourd. Donc, on va avoir ensemble ces 4 parties au travers différentes questions que l'on va aborder ensemble. Alors, pour commencer, je vais prendre l'ordre chronologique de l'ouvrage. Donc, la première partie, je vous ai dit, la patrimonialisation. Et donc, je m'adresse directement à Anne Parisot, donc, qui est professeure à l'Université de Franche-Comté, rattachée au laboratoire Siméos. Donc, on copilote ensemble l'accès alimentation et gastronomie, comme je l'ai dit. Et donc, Anne, je vais te tutoyer ce qu'on se tutoie dans la vie. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont les enjeux de patrimonialisation dans la constitution de nos savoirs alimentaires? Oui, merci Clémentine de me donner la parole donc, sur cette notion de patrimonialisation. Alors, ce qu'il faut effectivement reconnaître, c'est un premier constat, c'est que le patrimoine alimentaire est très intéressant en France, mais aussi dans d'autres pays. Et on voit que finalement, son étude dépasse largement le fait de se nourrir, hein, car il va impliquer chaque citoyen, chaque consommateur, chaque individu à différents degrés. Il va monopoliser aussi un certain nombre de références, qu'elles soient géographiques, culturelles, sociales, sociétales. Et tous ces éléments-là, bien évidemment, constituent la société dans son ensemble. On voit, et tu l'as dit, je le rappelle, que ce patrimoine alimentaire est d'autant plus sensible et visible depuis l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et en fait, cette reconnaissance atteste des enjeux sociétaux et politiques autour des cultures alimentaires et souligne aussi l'émergence d'un intérêt nouveau en mobilisant notamment la recherche. Alors, ce patrimoine alimentaire recouvre l'ensemble des aspects matériels et immatériels des cultures alimentaires. Les liens entre celui-ci et le tourisme, les pratiques culturelles sont de plus en plus saillants, révélant des activités de consommation qui peuvent se traduire en style de vie, ainsi également qu'en identité sociale. Aussi, ce patrimoine alimentaire associe diverses ressources que constituent par exemple les paysages, mais aussi les institutions, les modes de vie. Et on voit que la culture prend une place importante parce qu'elle va renforcer les aspects matériels, c'est-à-dire pratiques et techniques, en même temps que les aspects immatériels, les savoirs, les représentations, les rites et les rituels. Alors, ces aspects culturels de l'alimentation sont devenus un thème d'actualité. La patrimonialisation alimentaire et les savoirs alimentaires motivent de plus en plus les recherches et les applications, devenant, on le voit bien aujourd'hui, l'objet de débats à la croisée d'enjeux scientifiques, politiques, géographiques, économiques et socioculturels, comme le souligne notre ouvrage « Qu'est-ce que l'on mange ?» Alors, par patrimonialisation alimentaire, il faut comprendre la conservation, la sauvegarde, par la transmission notamment, la médiation culturelle, mais également la protection juridique, comme par exemple la création de labels. Et justement, l'article de David Michon, est une réflexion sur le patrimoine alimentaire au travers de la labellisation de la châtaigne ardéchoise qui s'appuie sur des dynamiques des acteurs et la notion de territoire. Le label représente toute une filière économique et aussi une démarche expérientielle du savoir. Ainsi,
Cette patrimonialisation est une dynamique qui exploite à la fois la transparence et la tradition en s'appuyant sur des discours et des mises en scène qui favorisent l'authenticité et la tradition, sans toutefois négliger, bien sûr, l'innovation. De fait, la patrimonialisation dynamise et valorise à la fois les espaces urbains et les espaces ruraux. Pour parler finalement de transparence dans les discours, l'article que j'ai écrit avec Patrick Leroyer sur la lisibilité, la lisibilisation et la mise en visibilité du vin dans le domaine commercial en 3 degrés, la législation qui segmente, la commercialisation qui différencie et la consommation qui sensibilise, va mettre en évidence la communication comme un enjeu cognitif, les savoirs basiques ou lacunaires des consommateurs, comme un enjeu communicatif avec la subjectivité sensorielle et comme un enjeu expérientiel, c'est-à-dire la subjectivité des descripteurs hédoniques. L'alimentation est vraiment au cœur des processus de construction identitaire et sociale et le patrimoine alimentaire devient une ressource culturelle pour la construction identitaire des groupes locaux. C'est également une ressource et un vecteur de développement, notamment dans le tourisme et dans le domaine de l'attractivité des territoires. Et l'article de Clémentine s'attache au menu dans différents univers, du restaurant à l'hôpital en passant par un fond documentaire. Elle pose effectivement la question identitaire, les enjeux identitaires entre identité individuelle, identité collective et identité patrimoniale, qui passe aussi par le choix des mots entre faire savoir, savoir-faire et faire rêver. En rapport avec les pratiques culturelles, le patrimoine alimentaire souligne les particularités des terroirs et des territoires qui correspondent à de nouvelles tendances et définissent ainsi des marqueurs d'identité sociale, mais également de qualité environnementale, puisque le sens de notre alimentation nous interpelle. On voit que les chefs participent aussi à cette valorisation et adaptent des savoirs locaux et traditionnels à la cuisine de haute restauration. La valorisation des patrimoines alimentaires devient un enjeu de société participant à la construction des identités culturelles et également aux dynamiques de développement du territoire. Et l'interview que j'ai réalisée du chef Cyril Pasquier rend compte finalement de l'engagement du chef pour ces dynamiques de reconnaissance à tous les niveaux, et il plébiscite aussi l'utilisation de produits locaux et de qualité. La reconnaissance patrimoniale donne donc ainsi de la visibilité aux produits et défend les territoires. De fait, la médiatisation patrimoniale passe par la médiatisation des savoirs et des savoir-faire. Comme je disais tout à l'heure, entre tradition et innovation, la médiatisation autour du patrimoine alimentaire met en scène de nombreux acteurs et institutions. Les musées, les fêtes autour du terroir, les mises en scène de fabrication, les confréries œnogastronomiques. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai sorti un livre sur les confréries. La géographie culturelle des pratiques alimentaires, les lieux de consommation, etc. Mais on voit aussi que, par exemple, la médiatisation d'un vin passe aussi par l'utilisation des nouvelles technologies qu'empruntent les consommateurs pour, ne serait-ce que noter un vin, comme le signale l'interview d'Alcéa Badia de la Vinothèque de Luxembourg, qui remarque également que les méthodes de production sont aussi influentes. Donc, tout est mis en œuvre pour la conservation, pour la sauvegarde d'un patrimoine vivant qui continue à évoluer en tenant compte des défis pour une consommation plus responsable, plus respectueuse de la planète et bien sûr des individus. Ainsi,
dans notre ouvrage « Qu'est-ce que l'on mange ?», la notion de patrimoine et de patrimonialisation de l'alimentaire est présente de façon très explicite dans tout le premier chapitre, mais on verra avec les différentes interventions qu'elle va également être présente de façon implicite dans tous les autres chapitres. Merci beaucoup, Anne, pour cette mise en perspective donc il y a 5 contributions dans la première partie savoir et patrimoine alimentaire. Donc tu as remis en perspective autour des terroirs, des territoires, des enjeux de visibilité, de savoir-faire, de faire savoir et puis de sens, bien évidemment, à ce que l'on consomme et ce que l'on mange. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc les savoirs et enjeux de santé. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui 2 chercheurs de l'Université de Bourgogne, du CIMEOS, Esther Abado et Nathalie Bottero, qui ont toutes les deux écrit dans cette partie-là. On a par ailleurs, je signale, une publication de Simona De Giulio et Laurence Depezé qui nous ont proposé une vision diachronique de la publicité autour des vitamines. Comment on publicise aujourd'hui la vitamine? Et elles ont proposé un travail allant de 1950 à 2005 et comment finalement on publicise entre capital santé et enjeux de vitalité. On a également une rédaction d'un article par Laure Abramovic, qui est docteur en droit et qui s'est intéressée aux enjeux autour du droit à l'alimentation. Et puis moi-même, dans cette partie, je travaille sur la notion du bien à manger autour des enjeux de nutritionnalisation des discours. Alors maintenant, je vais céder la parole à Esther Abado, d'abord dans un premier temps, puis je la donnerai à Nathalie Bottero. Donc, Esther Abado, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, rattachée également au laboratoire CIMEOS. Je te tutoie aussi en fait dans la vraie vie, donc je vais tutoyer en vrai. Dans le cadre de cet ouvrage, tu as proposé une contribution autour de l'antibiorésistance et l'apport absolument intéressant de ta contribution, c'est que tu as fait une comparaison France et États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une manière différente de construire nos savoirs alimentaires et nos savoirs en santé publique entre la France et les États-Unis? Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup Clémentine pour l'introduction. Effectivement, la contribution que j'ai proposée dans l'ouvrage est tirée de ma thèse de doctorat et globalement, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée au processus de publicisation des liens entre le problème de l'antibiorésistance et l'alimentation, donc y compris le développement de ce qu'on appelle la production sans antibiotiques. J'avais commencé en fait ma thèse en 2016 et à ce moment-là, on avait en fait un premier regard une similarité entre ces deux pays, notamment le fait qu'on commençait à lire sur des packagings alimentaires des appellations renvoyant à un nouveau type de production, le sans antibiotiques. Et cette formulation, en tant que formulation, elle était certainement pas nouvelle à ce moment-là, mais ce qui était nouveau, c'était justement ce dispositif à travers lequel elle était utilisée, c'est-à-dire comme une appellation santé qui permettait en fait de distinguer les produits alimentaires. Et on avait du coup, à la fois en France et aux États-Unis, une pluralité de formules comme ça. On avait du sans antibiotiques depuis le sevrage pour la viande de porc, du sans antibiotiques depuis le premier âge, sans traitement antibiotique, ou encore aux États-Unis, on avait des produits raised with judicious use of antibiotics, with responsible use of antibiotics, raised without medically important antibiotics. Donc, du coup, une pluralité de formules et chacune de ces formules, en fait, renvoyait à des réalités, à des significations différentes. Et donc, j'ai essayé de comprendre et de montrer d'où venaient ces appellations, pourquoi on en avait autant, mais surtout ce qu'elles voulaient dire et ce que ces formules signifiaient. Donc, au moins une différence importante entre la manière de construire les savoirs alimentaires en lien avec le problème de la résistance de bactéries aux antibiotiques est liée au processus même à travers lequel ce problème a été pris en charge par divers acteurs, des politiques, les pouvoirs publics, les associations des consommateurs, les ONG, l'industrie agroalimentaire. Depuis bien avant, les années 80, on avait des études scientifiques qui montraient clairement des liens entre l'usage d'antibiotiques dans l'élevage et les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques en milieu hospitalier. Et ces études alertaient sur le besoin de réduire l'usage des antibiotiques en élevage, entre autres. En France,
on avait, depuis 2006, par le biais de l'Union européenne, l'interdiction d'utiliser les antibiotiques comme promoteurs de croissance pour les animaux. Aux États-Unis, une réglementation de la même manière n'est rentrée en vigueur qu'en 2017. Et donc, on avait pourtant, malgré cette différence réglementaire, un décalage de 10 ans, à ce moment-là, enfin, en tout cas en 2016, les Américains semblaient être beaucoup plus en avance parce qu'on trouvait déjà aux États-Unis des étiquetages sur les produits alimentaires qui prenaient le no antibiotics ever. Donc, du coup, de la viande avec zéro utilisation d'antibiotiques. Et on aurait pu se poser la question, est-ce que c'était une initiative des entreprises agroalimentaires elles-mêmes et comment cela se fait que malgré le manque de réglementation, on avait déjà ce type de programme d'élevage. Alors, ce qu'il faut savoir, en tout cas, la chose sur laquelle j'avais travaillé pendant la thèse, c'est justement ce processus et comment on est arrivé à ces nouveaux programmes d'élevage. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que depuis à peu près le milieu des années 80, on a eu un nombre croissant des ONG et des associations de consommateurs qui se sont en fait emparés de la question de l'usage des antibiotiques en élevage. Et puis, dans un premier temps, leur demande visait les pouvoirs publics. On a eu notamment des pétitions envoyées dès 1984. Sans obtenir des réponses positives de la part des pouvoirs publics, dès 2002, les ONG ont commencé à changer de stratégie. Et donc, elles ont commencé à interpeller l'industrie agroalimentaire. D'abord les producteurs et progressivement les distributeurs, les grandes chaînes de restauration rapide, en exerçant justement de la pression. Et ceci a participé à des engagements de la part des acteurs agroalimentaires dès 2002 aux États-Unis et implicitement à une prolifération des formules autour de cette production. Et depuis 2014-2015, on a pu avoir un grand producteur comme Perdue Farms, qui est le troisième producteur du poulet américain, qui a pu se positionner comme leader sur ces nouveaux segments parce qu'ils avaient réussi à proposer justement des produits sous l'appellation No Antibiotics Ever. Donc, du coup, zéro utilisation d'antibiotiques. Mais certes, c'est un grand producteur qui a les moyens de mettre en place ce type de programme d'élevage, puisqu'il s'agit entre autres des savoirs liés à la transformation des pratiques, et puis il s'agit de prendre en compte toute une série de savoirs liés par exemple à la gestion des animaux, au bâtiment, à la formulation de la nourriture. Mais aussi, et ça c'est important à le prendre en compte pour comprendre la comparaison, c'est aussi le fait qu'on parle de types d'élevage différents, perdus à la main sur toute la chaîne, de l'élevage à l'abattage, ce qui n'est pas du tout le cas en France, où les éleveurs sont contraints par toute une série de contrats avec les autres acteurs de la chaîne agroalimentaire. En plus, en parallèle de cela, en France, nous avons aussi connu une période pendant laquelle ce problème de la résistance bactérienne aux antibiotiques a été dans un premier temps associé aux infections nosocomiales. Ensuite, il a été complètement confiné au secteur de la santé humaine avec des campagnes comme vous connaissez tous et toutes, telles que les antibiotiques, ce n'est pas automatique dès 2002. Ensuite, le problème il a été recadré comme un problème lié à la réglementation du médicament vétérinaire à peu près entre 2008 et 2013. Et ce n'est que tardivement, ces dernières années, depuis 2012-2013, que la production sans antibiotiques a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en France. Et donc, pour finir, si l'on veut dire qu'il y a malgré tout des similarités quant à la production des savoirs entre les deux pays, on peut parler, par exemple, des savoirs qui sont liés, par exemple, aux pratiques, notamment à tout ce qui concerne la biosécurité, la formulation en nutrition animale, le bâtiment, la vaccination, les alternatives aux antibiotiques, savoir qui accompagne cette nouvelle production, dite de la production sans antibiotiques. Merci beaucoup, Esthera. Sur l'antibiorésistance et effectivement le sans antibiotiques, hein, qui est une modalité importante aussi et qui est souvent indiquée qui a été pendant très longtemps indiquée sur le packaging alimentaire et qu'on voit encore.
Et donc maintenant, Nathalie, on va passer sur une autre question qui est la question des pesticides. Et puis alors, Estera a parlé de plusieurs acteurs. Toi, tu t'es concentrée plutôt sur la presse. Donc, tu es maîtresse de conférences aussi à l'Université de Bourgogne, rattachée également au CINEOS. Et dans cet ouvrage, donc dans la deuxième partie, tu as proposé une contribution qui se trouve à la jonction entre santé et éthique. Et tu as proposé une analyse des unes qui traitait donc des unes de la presse, qui traitait la question des pesticides. Donc, tu t'es concentré notamment sur trois quotidiens nationaux, Le Monde, Libération et Le Figaro. Et donc, je vais te demander comment ces mises à la une permettent une médiatisation des sujets alimentaires et quels sont les enjeux de ces mises à la une. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors, pour évoquer un petit peu l'origine de cette étude, j'ai analysé en fait les mêmes unes de ces trois journaux-là au sujet de la pollution de l'air. Et il se trouve que parmi les polluants de l'air, il y a les produits phytopharmaceutiques en suspension. Donc, du coup, ceux qu'on respire, dans l'air qu'on respire, il y a également des pesticides ou des engrais, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller approfondir la question des pesticides plus particulièrement. Et donc, j'ai étudié les unes de ces trois quotidiens-là, Le Monde, Libération, Le Figaro, de manière manuelle, parce qu'il est impossible de formuler une requête informatisée, étant donné que les unes se présentent sous forme d'images PDF. J'ai étudié ces unes à partir de 2008, donc c'est date à laquelle les grandes mesures d'ampleur en fait, au niveau national ont été mises en place pour la réduction des pesticides. C'est notamment le programme Ecophyto qui a émergé à partir du Grenelle de l'environnement, mis en place par Nicolas Sarkozy. Dans ce programme Ecophyto, le but était de réduire de 50% l'usage des pesticides à l'horizon, il me semble, 2020. Autant vous dire que ça n'a pas été du tout réduit de 50%, au contraire, ça a augmenté. Et donc, l'horizon, il a été reporté à 2050. Donc, moi, je m'attendais naturellement à trouver l'alimentation et la nourriture un sujet central, mais ce n'était pas du tout le cas. Les multiples unes, il y avait à peu près 151 qui portaient sur les pesticides, que ce soit en indiquant le nom générique pesticide, soit en indiquant le nom des producteurs de pesticides, Monsanto, Bayer, etc., soit en indiquant le nom des marques, les différentes marques des pesticides. Donc, au final, j'ai rassemblé 151 et à ma grande surprise, j'ai pu identifier, on va dire, deux grandes séquences. De 2008 à 2016, ça a été une période extrêmement silencieuse. Les journaux publiaient très, très peu sur les pesticides. Et cette première période va coïncider avec un type de traitement particulier de la question, c'est la focalisation sur les atteintes environnementales et en particulier la question de la disparition des abeilles. Donc, la question des abeilles a émergé très rapidement. Pourquoi les abeilles disparaissent, la disparition programmée des abeilles. Il semblerait que les abeilles disparaissent pour des causes multiples, etc. Donc, l'intérêt des abeilles était notamment porté par l'intérêt écosystémique qu'elles nous rendent, notamment pour la production agricole, étant donné que les abeilles sont des pollinisatrices par excellence. Et donc là, encore une fois, il faudrait interroger le mot même abeille parce qu'il existe à peu près 20 000 espèces d'abeilles. Donc, le terme abeille est un terme générique. Est-ce qu'on parle de l'abeille domestique, Apis mellifera, dont on extrait le miel et la cire, ou est-ce qu'on parle des pollinisateurs, même les abeilles sauvages? Là, pour le coup, il n'y avait pas de réponse, c'était les abeilles disparaissent, etc. L'intérêt des médias pour ces abeilles-là était donc orienté par un imaginaire extrêmement anthropocentré. Les abeilles n'auraient pas un intérêt écosystémique pour la pollinisation. On n'aurait aucun intérêt à médiatiser la disparition de ces abeilles-là. Il faut aussi dire que bon, les journaux s'intéressent à la disparition des abeilles. Ça l'inquiète, ça devient une petite polémique, mais ça ne devient pas du tout une controverse. À cette période-là, ce n'est pas du tout traité sur l'angle du scandale comme quelque chose, un problème moral extrêmement grave de la société. Ça s'arrête plus ou moins là. Et en deuxième partie, à partir de 2016, donc assez tardivement, les 4 dernières années sont plutôt orientées sur la santé humaine, en fait. Donc, c'est un cadrage qui est beaucoup plus politisé parce que ça concerne la santé des êtres humains,
la consommation des pesticides, même avec des taux très très faibles, va entraîner des conséquences sur la santé humaine, notamment en termes, par exemple, de perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est ce sur quoi porte en fait cette médiatisation en deuxième partie de séquence. Donc là, pour le coup, comme le sujet se politise davantage, on va avoir un pointage des responsabilités beaucoup plus appuyé sur des instances politiques et des instances privées, notamment les industries phytopharmaceutiques qui avaient réussi à échapper aux projecteurs médiatiques jusque-là, mais qui deviennent en fait un pivot central à partir de 2008. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a eu une focalisation sur les acteurs privés, comme les producteurs de produits phytopharmaceutiques, mais également sur les acteurs publics. Le problème, c'est que donner beaucoup de lumière, donner beaucoup de visibilité aux acteurs institutionnels, qu'ils soient privés ou publics, veut dire en fait l'invisibilité d'autres types d'acteurs, notamment par exemple le fait que le point de vue et la parole des agriculteurs est complètement passé sous silence. Les agriculteurs et leur vécu, le fait qu'ils sont sommés de réduire les pesticides ne font pas du tout l'objet d'une publication en une. Pas plus que ce moment de forte conflictualité en 2020, dans lequel Paul François, donc l'un de ses céréaliers les plus médiatisés, voilà, il n'apparaissait pas non plus en une, alors que c'est le premier agriculteur à avoir réussi à faire condamner Monsanto parce qu'il est tombé malade à la suite de l'inhalation de vapeur de l'un des produits de Monsanto. Alors que là, c'était vraiment une référence centrale. C'est Monsanto, une grande industrie internationale, a été condamnée. Les journaux ne se sont pas du tout intéressés à cette question-là, en tout cas une. Et il faut savoir que la une, c'est donc la page totémique du journal qui va faire que les sujets vont prendre une visibilité vraiment très importante. Donc, ce cadrage-là est un cadrage qui est extrêmement faiblement corrélé à l'alimentation. La nourriture est complètement invisibilisée dans cette une, c'est comme si elle n'existait pas finalement. Et donc, invisibiliser la nourriture, invisibiliser l'alimentation revient à dire que les acteurs qui la produisent et qui la consomment sont également invisibilisés. Donc, on a vu tout à l'heure, les agriculteurs et agricultrices étaient absents et absentes des unes. Absents et absentes de la même manière que les instances citoyennes. Alors, on sait très bien qu'il y a plusieurs associations qui ont pris en charge la cause des pesticides. Et il y a notamment Génération Future, il y a l'épaisseur de glyphosate, etc. Donc, il y a quand même des acteurs qui sont extrêmement mobilisés, qui sont très dynamiques à ce sujet-là, qui réussissent à mobiliser la population, mais qui sont absents des unes. Les unes ne portent jamais, en fait, sur ce type de mouvement citoyen. Donc, c'est un problème qui... la question des pesticides, le problème des pesticides, c'est un problème qui était d'abord cantonné sur une sphère professionnelle, à la sphère professionnelle des producteurs de nourriture, à la sphère agricole, mais qui a migré en fait de cette sphère agricole, elle s'est décloisonnée, elle s'est déconfinée, comme on l'appelle également dans les problématiques de construction des problèmes publics. Elle s'est déconfinée, elle a fait le passage de cette sphère agricole vers une sphère beaucoup plus large qui a été portée à la fois par les consommateurs, mais également par les associations, soit des consommateurs, soit des parents qui étaient confrontés à la naissance de beaucoup d'enfants nés sans bras, par exemple, ou alors par les associations d'agriculteurs. Alors, pourquoi cette méconnaissance? En fait, le traitement médiatique de ces problèmes témoigne d'une énorme méconnaissance de cette évolution-là. Le traitement médiatique de ce problème rend complètement invisible et inaudible l'évolution de ce problème tel qu'il a été vécu dans le monde social, mais cette évolution n'est pas retraduite en termes de médiatisation. Alors, ce que j'ai pu constater, c'était que mettre la focale sur la faute des politiques, la faute des institutions, la faute des entreprises privées est un cadrage qui est extrêmement politisé, mais qui est un cadrage qui a une très faible prise avec le quotidien des lecteurs et des lectrices qui sont en même temps des consommateurs et des consommatrices de l'alimentation. Donc, ces contributions-là s'intitulent « Soustraire l'alimentation du débat sur les pesticides, traitement médiatique d'un problème à un autre ». Merci beaucoup sur ces enjeux justement de publicisation et de médiatisation
de problèmes de santé publique et comment finalement les agriculteurs et les mangeurs sont sortis de la question des pesticides alors que c'est aussi une question importante et qu'elle est par contre, elle peut être mobilisée par d'autres acteurs. C'est ça qui est complètement intéressant. Alors, ça nous fait la transition sur la question d'éthique, cette contribution-là, puisque la troisième partie de l'ouvrage, c'est entre savoir et éthique. Donc, on a 5 contributions, pardon. Donc, on a un entretien avec une chef du sud de la France, dans l'Hérault. Donc, il y a un restaurant qui s'appelle L'Aponème, où elle travaille notamment un verger, elle travaille en circuit court, donc c'est Amélie Darvas, et sa compagne Gabi Bénichot, qui, elle, est sommelière. On a également un article de Anne Parisot sur les enjeux de transparence dans la gastronomie aujourd'hui. Estera Badeau et moi-même, on a travaillé sur le cas Fleury-Michon qui s'engage publiquement à diminuer le sel dans ses préparations. Et enfin, on a les contributions donc, de Stéphane Brunery et de Marie-Pierre Montbrief qui sont avec nous aujourd'hui et que je remercie chaleureusement. Et donc, Stéphane Brunery, donc tu as plusieurs casquettes. Tu es directeur marketing chez Saint-Michel, mais tu es aussi rédacteur en chef du média en ligne qui s'appelle Strip Food et qui vient d'être par ailleurs primé par le ministère de la Culture, donc je le souligne. Donc, aujourd'hui, régulièrement, quand on regarde les différentes enquêtes et études, on voit une défiance des consommateurs, notamment à l'égard des grands groupes alimentaires. En tant que professionnel, est-ce que toi-même tu fais ce constat chez Saint-Michel et qu'est-ce qui peut l'expliquer et comment reconstruire la confiance dans ce climat de défiance? Merci Clémentine. Je pense que la question de la défiance est pour moi une lame de fond dans nos sociétés. Elle a été d'ailleurs fortement renforcée aussi par la crise de la Covid-19. C'était Philippe Moati dans un colloque de l'Obsoco qui le rappelait encore la semaine dernière. Et elle s'exprime surtout sur beaucoup de sujets. C'est la défiance envers les institutions, les médias, les politiques, les entreprises et bien entendu les marques. Je rajouterai qu'elle s'exprime encore plus fortement en France que chez nos voisins européens. Ça, c'est le CEVIPOF dans une étude de 2021 qui le rappelait. Le sentiment de défiance en France, c'est autour de 28% quand il est à 11% en Allemagne et à 7% chez les Anglais. Et bien entendu, le food n'y échappe pas. On est frappé de plein fouet, d'autant plus, je dirais, qu'on est un acteur important ou un acteur qui est finalement éloigné de son quotidien ou désincarné. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui concerne forcément le food. À ta deuxième question, comment on l'explique? Pour moi, il y a deux éléments d'explication. La première, c'est en fait finalement la rencontre entre deux récits absolument complètement antagonistes. Il faut savoir qu'on a perdu progressivement le lien avec l'amont agricole, l'amont nourricier. On a de moins en moins d'origine familiale qui nous ancre dans l'environnement rural et agricole. Donc, on a perdu au fur et à mesure dans la société ce lien aux saisons, à l'origine du produit, à la perception de la valeur ajoutée, à la fois dans la production et la transformation. Et je dirais pendant toutes ces années-là de consommation de masse, le marketing agroalimentaire a, pendant ce temps-là, raconté aussi des histoires, parfois même des salades, avec un récit très idéalisé finalement de type ce que j'appelle un peu Martine à la ferme. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, on avait des consommateurs et des citoyens qui étaient, je dirais, extrêmement impactés par des scandales, au début financiers, des scandales médicaux, mais aussi agroalimentaires. On se rappelle de Findus, on se rappelle du Fipronil, et donc du coup qui, je dirais, finalement avait une vision de l'agroalimentaire totalement également fantasmée, que j'appelle un peu de type tricatelle dans l'aile ou la cuisse. Donc finalement, c'est ce rapport entre un discours très idéalisé d'un côté et puis une réalité extrêmement fantasmée, nourrie de scandales, voilà, qui a fait que finalement la défiance s'est aussi fortement installée. La deuxième chose, elle ne concerne pas que l'alimentaire. En fait, on accorde la confiance à des gens qui ont un savoir particulier qu'on ne possède pas. Donc, on accorde la confiance traditionnellement à un médecin ou à un professeur, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a accès à une information quasi illimitée avec Internet qui nous permet finalement de mettre
douter, de faire douter finalement de ces experts-là, d'aller les challenger, et parfois même avec des sources qui sont fausses. Donc finalement, c'est aussi cette abondante information tous les citoyens peuvent avoir, qui ont aussi nourri cette défiance. Voilà. Alors, pour finir, et comment recréer finalement de la confiance, pour moi, pour recréer de la confiance, ça passe à la fois par le développement de la connaissance, c'est fondamental, et la recréation de liens. Je pense que ça prendra du temps parce que effectivement, ces sujets sont éminemment complexes. Et surtout, ça doit engager différents protagonistes. Je pense d'abord les acteurs, comme les acteurs industriels et agriculteurs, qui doivent non seulement faire preuve de transparence et amener des preuves, hein, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une époque où il ne s'agit pas de dire les choses, mais il faut aussi être capable de les prouver. Mais je dirais que la transparence ne suffit plus. Elle peut être parfois, elle peut finalement laisser le consommateur avec une masse d'informations dont il n'arrive pas vraiment à se dépêtrer. Et donc, du coup, je pense qu'il faut l'accompagner de pédagogie. Et c'est là où effectivement, ça va prendre du temps. Il faut expliquer, et c'est éminemment beaucoup plus complexe parfois que simplement donner une transparence qui est brute. Ça, c'est du côté des acteurs. Je pense qu'il y a une responsabilité des médias. Les médias doivent aussi accompagner effectivement et prendre le temps, et je pense de rentrer un petit peu plus dans le détail de tous ces sujets, hein, parce qu'encore une fois, il s'agit de raconter cette alimentation, et tout ça est complexe et multifacette. Je pense également que ça doit également impliquer les consommateurs. On est tous consommateurs, on doit tous accepter quelque part d'accorder un peu plus de valeur à son alimentation. Je n'ai pas dit valeur au sens de payer plus cher son alimentation, ça c'est un autre débat, mais au moins d'y accorder plus de temps. À lire les étiquettes, à s'extraire des discours des réseaux sociaux, de prendre du recul parfois par rapport à ce qu'on lit, et puis effectivement de questionner les informations qu'on relaie soi-même. Et enfin, la dernière responsabilité, c'est les pouvoirs publics, et je pense qu'elle est immense, puisque le socle, l'enjeu, c'est la connaissance, tout part de là. Et pour moi, une de mes grandes convictions, c'est que effectivement, tout part de l'éducation alimentaire. On n'est pas à ce sujet-là tous égaux, et que la priorité absolue, dès le plus jeune âge, doit être effectivement de renouer avec ce socle de connaissances. Pour moi, effectivement, ça prendra du temps, mais si ces quatre je dirais, protagonistes travaillent dans ce sens, on risque d'avancer, effectivement, on a des chances finalement d'apporter un peu plus de sérénité, de remettre de la confiance dans l'alimentation. Merci beaucoup, Stéphane. Merci d'avoir aussi balayé les différents acteurs et les différents enjeux d'acteurs. Alors, tu me fais une belle transition vers Marie-Pierre en parlant d'éducation alimentaire, parce que Marie-Pierre est très engagée sur les questions de l'alimentation des enfants dans les cantines scolaires. Mais elle ne fait pas que ça, Marie-Pierre fait plein de choses. Elle est donc de formation agroalimentaire, ingénieure en agroalimentaire. Donc, tu as plein de casquettes aussi, hein. Tu es fondatrice de Taste Buds, tu es consultante, et tu es aussi présidente d'une association dans laquelle je suis adhérente, qui est l'association Health on Food. Et c'est de ça dont j'avais envie que l'on parle aujourd'hui ensemble. C'est en tant que présidente de cette association, en lien avec ces nouveaux enjeux éthiques et de transparence, quels sont le rôle des femmes dans l'agroalimentaire et de la gastronomie, et quel rôle jouent-elles? Merci, merci Clémentine, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc, nous l'avons vu avec Stéphane, les consommateurs font de plus en plus preuve de défiance envers les institutions, les politiques, les grandes entreprises, et l'alimentaire n'y échappe pas. Donc, par voie de fait, ils sont en attente de davantage de transparence et d'éthique, et ces sujets sont quand même l'affaire de tous les acteurs de l'alimentaire. Et les femmes y participent, bien entendu, elles participent à cette nouvelle donne en ce qui concerne la confiance alimentaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont la responsabilité de la cuisine domestique depuis la préhistoire, et parce qu'elles ont implicitement la responsabilité de nourrir convenablement leur famille depuis des générations et des générations?
ou encore parce qu'elles sont soumises à une certaine forme de pression sociale en rapport avec l'alimentation. Tu en parlais, tu parlais de nutritionnalisation, donc c'est tous ces enjeux liés à la nutrition, la diététique qui sont abordés dans la deuxième partie de l'ouvrage. C'est aussi l'injonction à la minceur, petit clin d'œil à Ariane qui est connectée. Enfin, en tous les cas, tous ces thèmes, s'ils vous intéressent et qui sont en lien avec la question du genre et du sexisme dans l'alimentation, ils sont extrêmement bien abordés dans 2 ouvrages que j'aime beaucoup, que je vous ai apportés. Donc, vous ne les voyez pas parce que c'est flou. Bon, c'est féminisme et sexisme de Nora Boisouni qu'on aime beaucoup chez Elles sont Food. En tous les cas, le fait est qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent créer des entreprises dans l'alimentaire notamment, et des entreprises qui sont souvent naturellement engagées dans ces enjeux de transition alimentaire parce que ce sont des entreprises qui sont à leur image, des entreprises qui se construisent sur leurs convictions, sur leurs expériences personnelles et qui donc vont spontanément vers le bien, le mieux manger. Les femmes, elles sont aussi bien évidemment présentes dans l'agriculture. Faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, 25% des exploitations agricoles en France sont gérées par des femmes. C'est des chiffres de 2018, sachant qu'en 1970, c'était que 8%. Donc même dans l'amont agricole, les femmes prennent de plus en plus le pouvoir, on va dire. Elles sont aussi là, bien sûr, dans l'industrie agroalimentaire, où elles représentent, par exemple, 2/3 des diplômés des écoles d'agro dont je fais partie. Elles sont aussi là dans la gastronomie, tu en as parlé, Clémentine, avec le très bel entretien qui a été piloté avec Amélie Darvas, qui figure dans l'ouvrage, et elles sont présentes dans l'ensemble des métiers de bouche. Mais qu'elles soient start-upeuses, chefs ou agricultrices, le problème, si on peut dire problème, mais c'est une réalité, le problème de ces femmes, c'est qu'elles sont souvent moins visibles que leurs collègues masculins et que leurs parcours peuvent s'avérer plus complexes. Alors, c'est plus complexe, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une certaine forme de patriarcat dans le milieu. Les organisations, du coup, s'en font la caisse de résonance. Et puis, il y a les femmes qui, parfois, se posent elles-mêmes certaines barrières. Et on le voit notamment quand il s'agit d'aller lever des fonds, quand on cherche à monter son entreprise ou à la faire grossir. C'est un peu la double peine pour ces femmes-là parce que déjà, on leur fait un petit peu moins confiance, on leur donne moins, mais en plus, elles ont tendance à demander moins. Donc, autant vous dire que c'est pas simple tous les jours. Et puis, il faut aussi dire que quand on est une femme dans certains milieux professionnels réputés masculins, il y a souvent un réel soupçon d'incompétence qui rend plus difficile le fait d'être prise au sérieux par certains fournisseurs, clients ou même collègues. Et par ailleurs, je voudrais quand même parler d'un sujet qui est grave et qui est souvent caché, mais en 2021, les femmes subissent toujours des violences sexistes et sexuelles qui se sont malheureusement quelque peu banalisées dans certains secteurs de l'alimentaire, dans certains métiers. Et du coup, par réaction peut-être, elles sont nombreuses à vouloir continuer à vivre de leur passion tout en s'émancipant de ces pratiques qui sont d'un autre âge, on peut se le dire, mais qui sont toujours une réalité. Mais du coup, ça en conduit beaucoup à créer leur propre structure, des entreprises ou des lieux qui sont façonnés dans une démarche qui est bien souvent centrée sur ces enjeux de diversité, d'inclusion et d'éthique. Ça se voit dans la manière dont elles managent leurs entreprises et aussi dans les produits qu'elles peuvent créer. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a souhaité créer Elles sont Food il y a 4 ans. C'est une association de loi de 1901 qui a pour objectif de nourrir la réflexion sur la place des femmes dans l'alimentation, mais aussi de permettre à ses membres de se nourrir par les échanges au sein du réseau. Et je vois que sur cette conférence, on a pas mal de nos adhérentes, piliers de l'association qui sont là et j'en suis très heureuse. Et parmi nos adhérentes et parmi les amies d'Elles sont Food, il y a de nombreuses femmes qui sont engagées pour une alimentation placée sous le signe de la transparence et de l'éthique, qui est notre sujet aujourd'hui. Elles incarnent des envies vraiment de montrer c'est qui la patronne. On parle beaucoup de c'est qui le patron comme entreprise iconique de ce mouvement, mais il y a aussi des patronnes, elles ont envie de le montrer, elles ont envie d'impacter cette transition alimentaire. Et du coup, visibiliser ces femmes, en faire des rôles modèles, c'est contribuer à en inspirer d'autres, c'est sensibiliser les organisations à l'importance de la diversité au sein des équipes et aussi à l'impact de cette diversité sur la performance des organisations, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais il y a un lien assez direct.
Et du coup, aujourd'hui, plutôt que de risquer de tomber dans des gros stéréotypes de genre dans l'alimentaire, j'aimerais tout simplement vous parler de certaines de ces femmes engagées que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui sont intimement et passionnément engagées dans la transparence et l'éthique dans ce milieu. Du coup, j'aimerais bien vous parler un instant de Béatrice. Béatrice, elle s'investit depuis quelques années dans la création de produits sains, clean et durables à partir de févrole. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette petite légumineuse qui était jusqu'alors très peu valorisée en alimentation humaine. C'est des produits qui sont des pâtes à tartiner, des soupes. Vous les trouverez sous la marque Graines de Choc. Et bien moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui s'est lancée seule dans cette aventure et qui a su embarquer toute une filière locale avec elle. C'est vraiment un modèle de femme engagée dans cette alimentation plus transparente et plus éthique. Une femme qui m'impressionne aussi beaucoup, qui est une de nos adhérentes, qui est très engagée sur ces sujets de transparence et d'éthique au cœur de la transition alimentaire, c'est Armelle, qui a monté un incubateur culinaire qui s'appelle United Kitchens. Elle venait de l'univers de la mode. Elle a été maman, elle s'est intéressée au sujet de l'alimentation des bébés et de fil en aiguille est arrivée à ce projet fabuleux de construire un incubateur culinaire pour aider à la transition alimentaire. Et cet incubateur United Kitchen, c'est un formidable tremplin pour les startups et les traiteurs qui sont engagés dans l'alimentation durable. J'ai aussi envie de vous parler d'une chef, forcément, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous parler de Frédéric, que vous ne connaissez pas forcément. Frédéric, elle s'est reconvertie chef par passion à la cinquantaine, après une brillante carrière dans les ressources humaines, comme quoi les ressources humaines peuvent mener à tout. Aujourd'hui, elle dirige 2 restaurants où on se régale de plats qui sont 100% faits maison, élaborés à partir de produits le plus souvent achetés directement auprès des producteurs. Et ces producteurs, elle les a soutenus d'une manière exemplaire pendant les phases de confinement, en organisant un petit marché de producteurs dans l'un de ces restaurants. Et il faut noter que ces restaurants à Frédéric, ils sont fermés le week-end. Ça peut paraître incongru quand on est un consommateur, mais ce n'est pas si idiot quand on est une chef d'entreprise sensible au sujet de l'équilibre entre vie perso et vie pro, pour soi-même et pour ses équipes. Et on sait que c'est un sujet fondamental quand on cherche aujourd'hui à recruter des talents et à les garder. J'ai aussi envie de vous parler d'Émilie, qui est éleveuse et qui a fondé l'entreprise Le Bœuf Éthique en Bourgogne, que tu dois connaître, Clémentine. C'est le premier abattoir mobile en France qui permet d'abattre les animaux à la ferme dans le plus grand respect du bien-être animal et de rapprocher éleveurs et consommateurs par la vente en direct ou via des circuits courts et locaux. C'est aussi ça, en fait, œuvrer pour la transparence et l'éthique. Et François, quand tu parleras de L214, il y a peut-être un lien là à établir. Et puis, je voulais penser aussi à Domiti, qui est la fondatrice de Farinez-vous. Ce sont des boulangeries durables qui sont aussi et surtout, et je trouve que c'est magnifique, des entreprises d'insertion professionnelle inclusive qui forment des personnes éloignées de l'emploi et notamment des réfugiés au métier de boulanger et de tourrier. Les tourriers, c'est ceux qui font la pâte feuilletée, qu'on a beaucoup de mal à trouver. C'est pour ça qu'on mange des croissants et des pains au chocolat essentiellement sortis de grosses usines et arrivés surgelés dans les boulangeries. Eh bien, Farinez-vous forme ces personnes au métier de boulanger et de tourrier dans leur centre de formation. Et quand on sait les difficultés que le monde de la boulangerie a à recruter, eh bien, former des personnes comme ça qui n'auraient pas pu accéder à des CAP classiques du fait de la barrière de la langue, eh bien, on trouve que c'est une formidable démarche humaine, éthique et engagée. Et puis bon, il n'y a pas que des femmes qui montent toutes seules des projets, il y a aussi des femmes qui fondent des entreprises ou qui montent des projets avec des hommes. D'ailleurs, on se rend compte que les femmes vont plus souvent s'engager dans des équipes mixtes que les hommes. Il reste encore un peu de chemin à parcourir. C'est le cas, par exemple, de Caroline, qui a fondé avec Adrien ScanUp. C'est une appli qui est engagée pour une alimentation naturelle et qui permet d'accéder à toutes les informations concernant la composition des produits, mais qui permet aussi aux industriels de co-créer avec les consommateurs des produits plus sains et plus durables. Donc, on se rend compte que le lien entre tous les acteurs de la filière peut se faire dans une démarche commune de transparence et d'amélioration des produits. Comme ces femmes entrepreneurs, il y en a bien sûr de nombreuses qui, en tant que salariées du privé ou du public, agissent au quotidien pour une alimentation plus transparente et plus éthique, que ce soit vers l'amont agricole jusqu'à la transformation, la restauration, la distribution ou la gestion des invendus, la lutte contre le gaspillage.
tous ces projets dont je vous ai parlé, est-ce qu'ils auraient pu être portés par des équipes 100% masculines? Les super startups des substituts de viande et de la viande cellulaire qui lèvent des millions et des millions de dollars et qui sont plutôt fondées par des hommes, auraient-elles pu être créées par des femmes? Et ça, je ne le sais pas, mais j'espère, en vous ayant parlé de ces quelques femmes qui sont souvent invisibilisées, eh bien, j'espère que qu'en vous parlant d'elles, j'aurais pu démontrer que les femmes jouent un rôle majeur dans la mutation vers une alimentation plus transparente et plus éthique. J'espère aussi que ça vous aura donné l'envie de les connaître, de les soutenir et puis pourquoi pas de vous engager vous aussi. Merci. Merci beaucoup Marie-Pierre. La question de l'invisibilisation et la visibilisation des femmes dans l'agroalimentaire, l'alimentation et la gastronomie, on va la traiter dans une journée d'études qu'on organise le 18 février à la Maison des sciences de l'homme de Dijon et on va, avant les vacances, lancer justement la possibilité de s'inscrire sur cet événement-là et tu en seras bien évidemment en tant que digne représentante de l'association Elles sont Food. Alors enfin, pour terminer, on va passer à la quatrième partie de l'ouvrage, donc il parle des nouvelles médiations autour de l'alimentation. Donc j'ai dit, il y a des articles qui portent sur les podcasts avec notre collègue Camille Brachet, avec une interview d'Émilie Lestari du podcast Bouffon de Nouvelles Écoutes. On a également nos collègues Gilles Brachotte et Alex Frem qui ont parlé de la question de l'usage de Twitter dans dans l'agrégation des savoirs alimentaires. Il y a également Sarah Bastien qui a travaillé sur comment se fonde le répertoire culinaire. Mais aujourd'hui, on va écouter François Alaruvert. Donc, merci de terminer cette table ronde. Donc, tu es maître de conférence à l'Université de Nancy. Tu es rattaché au CREM, au laboratoire du CREM. Et toi, donc, tu es dans la quatrième partie. Et tu as fait une belle contribution sur la question de la e-pétition avec l'association L214. Est-ce que tu pourrais me dire comment ce dispositif joue dans la construction de nos savoirs? Merci Clémentine. Merci aux autres collègues également qui ont écrit les chapitres qui sont passionnants. Alors, la e-pétition, c'est un outil en fait, qui est utilisé par L214. Donc c'est une association loi 1908 qui est connue pour ses vidéos chocs essentiellement, qui font plusieurs millions de vues sur YouTube. Et la pétition, c'est en fait un outil qui est utilisé par l'association dans un dispositif un peu plus complexe que simplement faire une pétition. C'est un outil qui arrive bien souvent après une phase de négociation avec des acteurs, notamment de l'industrie agroalimentaire, des acteurs de la distribution ou des chaînes de restaurants. Et quand les négociations ne se passent pas bien, souvent l'association demande aux acteurs de changer de pratique, de signer une charte, etc. L'association va déployer des pétitions avec un dispositif qui les accompagne et qui en fait va suivre plusieurs objectifs. Alors dans le chapitre, j'ai résumé ça sous quatre diptyques en fait: dénoncer, alerter, informer et engager, mobiliser et influencer, témoigner et convertir. La première idée, donc, c'est effectivement dénoncer et alerter. La pétition, elle est souvent là comme un support où elle accompagne une vidéo. C'est un peu la marque de fabrique de L214, c'est Vidéo Choc. Et elle va servir à accompagner l'alerte qui va se poursuivre. Il y a souvent eu une enquête qui a été faite, des caméras cachées, des témoignages de personnes qui viennent porter à ça. Et on va justement, comme toutes les alertes, en fait, quand on n'a pas réussi à négocier, quand on n'a pas réussi à convaincre les personnes qui étaient concernées de changer de pratique, eh bien, on lance la vidéo et on lance tout de suite derrière une pétition. Alors, certaines sont hébergées sur Change, mais la plupart, elles sont hébergées sur des mini-sites. C'est comme ça que l'association les appelle, qu'elle va créer autour de la pétition, qui commence souvent un peu par la même manière. Il y a un bandeau de présentation avec une image un peu choc, puis on arrive tout de suite sur la vidéo, et ensuite, on a quelques informations et la pétition qu'on nous invite à signer avec un compteur qui dit, voilà, il y a déjà tant et tant de milliers de personnes qui ont signé cette pétition. Donc ça, c'est un peu la première partie.
Ensuite, une fois qu'on a dénoncé un phénomène, que ce soit l'élevage, souvent, là, les pétitions qui tournent le plus en ce moment, c'est souvent sur les abattoirs ou sur l'élevage des poulets. C'est vrai que c'est un gros cheval de bataille en ce moment de l'association. Et une fois qu'on a alerté, qu'on a dénoncé, on va aller vers une deuxième dimension qui est plutôt d'informer et d'engager les consommateurs ou les citoyens qui vont suivre l'association. Donc, le mini-site, il va ajouter tout un nombre de choses, notamment qui accompagnent cette pétition et qui confortent la personne dans l'idée de signer. Ça va être des informations, par exemple, sur des sondages. On va selon les sondages qui ont été faits par l'association en lien avec IFOP. Par exemple, 91% des Français seraient contre l'élevage intensif ou 93% seraient contre l'enfermement de la volaille. Donc, le site va informer les citoyens et on va les inviter à s'engager et à s'engager un petit peu plus. Le premier geste d'engagement, ça va être de signer la pétition. On a souvent tendance à considérer que la pétition, c'est un outil de campagne qui n'est pas cher à mettre en place. Il y a beaucoup de sites qui les proposent, et puis même pour soi, c'est juste un formulaire, en fait, avec un texte qui l'accompagne. Et on se dit que si ce n'est pas cher, ce n'est pas forcément très efficace. Mais en fait, où ça ne demande pas beaucoup d'engagement des gens. Parce qu'on se dit, bon, on a souvent cette critique qu'on nous parle du slacktivisme, c'est-à-dire des gens qui se contenteraient juste de cliquer et qui ne s'engageraient pas vraiment. Mais en fait, la pétition, ça demande quand même une première forme d'engagement parce qu'on va donner des données personnelles. On va donner son nom, son prénom, son adresse. Donc, c'est déjà une forme d'engagement assez marquée. Et ça traduit en fait un parcours auquel on amène peu à peu les personnes qui ont signé la pétition. Le parcours, il va vers la troisième dimension, troisième diptyque, c'est mobiliser et influencer. Une fois qu'on vous a amené à signer la pétition, on va vous demander, est-ce que vous voulez vous engager un petit peu plus? Est-ce que vous voulez faire des actions rapides? Ça va, par exemple, partager la pétition. Déjà, en soi, c'est une action qui accompagne. Faire un mailing. On vous dit, tenez, là, on va faire un mailing. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer un email à tel et tel dirigeant d'une entreprise? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire du phoning? Est-ce que vous êtes prêt à décrocher votre téléphone et appeler le dirigeant de l'entreprise ou votre député pour lui dire il faut absolument agir? Donc ça, c'est un engagement, une mobilisation, et on transforme peu à peu le citoyen, le consommateur qui était intéressé à ce sujet du bien-être animal en personne qui va se mobiliser et devenir un militant. Donc là, il y a une véritable stratégie de mobilisation, mais aussi d'influence de la part de L214. Stratégie d'influence parce que l'association, elle adapte ses outils. Il y a certaines vidéos chocs où on ne va pas forcément mettre une pétition, on va plutôt mettre un mailing parce qu'on considère que pour un acteur qui est moins connu du grand public, ce sera moins efficace, alors que par exemple pour un Domino's Pizza ou pour un groupe LDC qui a notamment les marques Gaulois ou Maître Coq, ce sera plus impactant d'avoir une grosse pétition. Donc là, il y a aussi une influence, une volonté d'influencer et de forcer un petit peu les acteurs avec qui on négocie à s'engager à leur tour. Donc là, c'est vraiment cette dimension. Puis arrive la dernière dimension, et je pense que c'est une dimension qui est intéressante, qui rejoint beaucoup de questions qu'on a vues aujourd'hui, notamment sur les enjeux éthiques et de transparence. C'est l'idée qu'on va amener les individus à témoigner, donc à témoigner de leur engagement, mais aussi à se convertir d'une certaine manière, ou du moins on va les amener à s'engager vers une démarche de conversion et de changement des pratiques alimentaires, de leurs pratiques alimentaires. L'idée du partage, quand on partage une pétition, on montre qu'on l'a signée soi-même, on montre qu'on est engagé, donc ça c'est une manière de témoigner, mais il y a aussi, on vous propose, une fois que vous avez signé la pétition, de participer à un Veggie Challenge, c'est-à-dire pendant 21 jours, ne pas manger de viande. Donc on vous donne des trucs, des astuces, des éléments, tout ça pour, dans l'idée que, en fait, en vous ayant fait signer cette pétition, vous ayant fait prendre conscience de certaines dérives de l'élevage ou de certaines problématiques liées au bien-être animal, vous allez changer de regard sur l'alimentation et vous allez adopter une alimentation vegan. C'est vrai que c'est l'enjeu ultime de L214, et ils ne le cachent pas, ils le disent eux-mêmes. Certes, ils agissent sur le bien-être animal, parce que c'est leur priorité, mais l'objectif, c'est d'amener à une société qui serait
véganes, en fait, et qui ne seraient plus dépendantes des animaux pour l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment cette démarche-là. Et ça rejoint d'autres éléments qui ont été dits, l'idée de faire des entreprises engagées, de pousser les entreprises à être de plus en plus éthiques, de jouer sur la transparence des processus d'alimentation, d'avoir une alimentation qui est sans antibiotiques d'un côté, mais qui devient aussi sans souffrance animale. Donc on rejoint toutes ces dynamiques-là qu'on retrouve dans L214, qui sont vraiment centré autour du parcours du consommateur et de petit à petit l'amener à changer ses pratiques. Tout ça en utilisant cet outil assez simple qu'est la pétition. Voilà. Merci beaucoup François et merci à toutes et tous pour aujourd'hui. Alors on a déjà un peu dépassé le temps, donc je vais poser qu'une question, mais voilà, vous pouvez tous y répondre parce qu'elle s'adresse à chacun de vous. C'est aujourd'hui, pour vous, quel est le principal problème que l'on rencontre sur la question des savoirs alimentaires et de l'alimentation et quelle action on peut mettre en place? François, comme tu avais déjà la parole, je te la recède du coup. Merci. C'est vrai que le problème sur l'alimentation aujourd'hui, il est pluriel, il y a plusieurs choses, mais on a surtout une volonté de savoir de plus en plus importante de la part des consommateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. C'est les gens veulent savoir comment c'est fait, quelles sont les pratiques, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est bête, mais c'est un souci de soi. Parce que l'alimentation, on le consomme, donc on le fait rentrer dans son corps, on nourrit ses enfants, on nourrit sa famille, on nourrit ses amis. Donc, il y a toute cette dimension de la commensalité, mais aussi de la famille, qui fait qu'on a envie de savoir ce qu'on donne aux autres, parce qu'on leur veut du bien. Et on a envie que l'alimentation, c'est comme tu le disais au départ, Clémentine, on est passé d'un souci de est-ce qu'on a assez à mettre sur la table à mettre quelque chose de bien, du bien, voire du bon, même presque. Ça dépasse le bien manger, ça devient le bon. Il faut que ça fasse le bien autour de soi. Je pense que c'est ça une des premières priorités, d'après moi, qui est un des principaux problèmes aujourd'hui de l'alimentation. Oui, alors pour rebondir par rapport à ce que tu dis aussi, moi, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de cacophonie des discours autour de l'alimentation. Et justement, cette pluralité des discours et parfois cette opposition, ces différences qu'il peut y avoir dans l'alimentation. On voit une opposition très forte entre sain et malsain, par exemple, qui est très prégnante aujourd'hui. Et ce que tu dis sur le bon, alors moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup théorisé, le bien et le bon à manger. Ça fait partie, pour moi, d'une des voies de réconciliation, en fait, que les discours s'agrègent autour de l'éthique. Parce que finalement, l'éthique permet de travailler le bon pour soi, le bon au goût, le bon pour l'environnement, le bon pour sa santé. Et finalement, cette notion de bon, pour moi, travailler cette notion de bon, elle est finalement, c'est une manière de fédérer autour de l'alimentation et de sortir en fait d'une dichotomie dans laquelle on a du mal à sortir depuis déjà plusieurs décennies entre sain et malsain. Donc, je trouve que voilà, on se rejoint bien sur la notion de bon, en tout cas. Marie-Pierre ou Stéphane ou Estéra, est-ce que vous aviez des choses à amener complémentaires? Marie-Pierre, je vois que tu as enlevé ton micro. Oui, non, je vais peut-être rebondir sur cette notion de bon et puis peut-être faire le lien avec Stéphane. Peut-être, je pense que par rapport à ta question aujourd'hui, ce qui me touche et ce qui me choque, c'est cette inégalité face au savoir alimentaire dans la société. On a des personnes qui sont très sensibles au sujet, qui sont très informées et qui arrivent à filtrer l'information qui leur arrive pour faire des choix éclairés. Et puis, on a des personnes qui, soit n'ont pas les moyens de s'en préoccuper, soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas l'envie. Et du coup, ces personnes, elles ont quand même droit à être en bonne santé. Et puis, on a un devoir, je pense, sociétal de les accompagner pour préserver leur santé, pour aussi contribuer à préserver la planète et puis pour le bien-être de tous. Et c'est pour ça que moi, à titre perso, je m'engage sur ce sujet-là via les cantines scolaires et l'éducation alimentaire au sens large. Et tu parlais, François, de cette notion de bon. Moi, je suis assez choquée de voir qu'aujourd'hui, le législateur met en place, par exemple, la loi Egalim. Et du coup, quand on parle d'éducation au goût, d'éducation alimentaire, d'éveil, etc.,
on nous dit souvent « Ah ben oui, mais regardez, Egalim, avec Egalim, on va mettre 50% de produits sous signe de qualité, 20% de bio, c'est formidable. » Et moi, la question que je renvoie, c'est « Oui, mais nous, on a des enfants qui ne prennent pas plaisir à manger, qui ont face à eux, dans certaines cantines, des assiettes qui ne sont pas du tout appétissantes. Et comment est-ce qu'on fait le lien entre transmettre des savoirs alimentaires, reliés avec les producteurs, les saisons, ceux qui cuisinent, et donner l'envie à des enfants de découvrir des produits qui ne sont peut-être pas servis à la maison, et comment on les rend appétissants, et comment on s'assure que les enfants les goûtent et les mangent, et que ces produits ne finissent pas à la poubelle, parce que c'est bien gentil de mettre du label, de mettre du bio, parfois de les réchauffer dans des barquettes en plastique, comme c'est encore le cas dans ma ville, mais derrière, il faut qu'il y ait une cohérence. Et je pense qu'il y a besoin de transmettre des savoirs et dans une démarche cohérente et qui intègre tous les acteurs de la chaîne. Et là, je pense qu'on a encore un peu de boulot parce qu'effectivement, il y a des sigles, des lois qui permettent de ne pas mettre le doigt sur les sujets qui fâchent. C'est l'appétissant, le bon, l'envie et la transmission en fait de cette envie ensuite de s'approprier son alimentation, de cuisiner, d'aller au marché, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu de transmission, d'éducation à l'alimentation, de sensibilisation et de donner un socle de base à tous, même ceux qui ne sont pas nés sous la meilleure étoile de l'alimentation. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, on a Ariane, dont on est tous fans ici, qui nous dit le bon pour la santé, c'est aussi la planète et le goût vont ensemble. Du coup, je rebondis sur une question de Tiffany, ce sera la dernière que l'on prendra. Je vais la poser à Stéphane, qui justement nous interroge sur comment on fait, qui dit en fait aujourd'hui il y a une perte de l'allant de soi, et comment on fait justement pour réduire cette réflexivité alimentaire et finalement retrouver des formes de sens commun, quoi. Oh. Je suis sympa, hein. Je te la donne à toi. Elle est bien posée. Moi, je dirais que moi, je mets un petit peu de côté les débats autour du bien et du bien manger et bien et mal, etc. Tout ce qui a trait à la morale, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ce que je trouve passionnant comme sujet là-dessus, c'est plutôt d'avoir des actions qui concerne le plus grand nombre. Si c'est pour travailler cette notion a priori de perfection alimentaire sur un petit noyau de la société, je ne trouve pas ça franchement très, très intéressant. Je trouve que ce qui est important, c'est de savoir comment finalement on rend accessible, non pas le bien manger, mais le mieux manger. Parce que je pense qu'il faut prendre pas mal de recul avec la masse d'informations, les directions qu'on nous enseigne. Tout ça est très complexe. Moi, je pense que le mouvement est plus important que de savoir si on a juste ou faux. Qui dit la vérité, c'est un vaste débat. Et moi, je dirais simplement qu'il faut arriver à réconcilier pour engager les gens les aspects rationnels et émotionnels. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de côté parfois le plaisir, la notion de plaisir, l'émotion, pour dire aux consommateurs comment étaient faits ces produits, ce qu'il y avait dedans, ce qu'il n'y avait pas, etc. On a parlé d'une façon très technique et au final, l'être humain n'est pas capable de séparer finalement l'émotion et de la raison. Et je pense que pour engager le plus grand nombre, et notamment, je dirais, les masses, je pense qu'il faut aussi avoir ce discours qui parle autant de plaisir de l'alimentation, le plaisir qu'on a de manger ensemble, tout cet aspect social, et également la qualité derrière, la traçabilité, l'origine, etc. Moi, je dirais juste un mot pour conclure. Je pense qu'il faut donc effectivement faire confiance dans cette capacité à vivre les deux à travers l'alimentation. Et moi, je crois à la notion de lien, définitivement. Je pense qu'on ne se comprend plus parce qu'on ne se connaît plus, on ne s'écoute plus. Et je pense qu'il faut commencer par là, de recréer des liens entre l'agriculture, la gastronomie, l'industrie agroalimentaire, les consommateurs. Enfin voilà. Et je pense que ça prendra encore une fois du temps, mais je pense que c'est assez passionnant. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Donc, l'ouvrage « Les fêtes de Noël arrivent ». Qu'est-ce que l'on mange? Les savoirs alimentaires à l'aune des sciences de l'information et de la communication, donc, qui est paru aux éditions universitaires de Dijon, donc avec de nombreux contributeurs, vous l'aurez compris.
Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci beaucoup Estéra, Marie-Pierre, Stéphane, et puis François, et puis Nathalie, et puis Anne qui nous ont quittés avant. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sans aucun problème. Et puis on va essayer de mettre en ligne dans les meilleurs délais l'enregistrement de la table ronde. Merci beaucoup et excellente journée à toutes et tous. L'ouvrage est disponible de partout, hein, dans toutes les librairies.